Bon, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai jamais vu une saga aussi difficile à expliquer. Alien est enfin de retour au cinéma, après plusieurs années d'absence. Alien Romulus est clairement attendu comme le messie, comme l'opus ayant la lourde tâche d'attirer un tout nouveau type de public, tout en rassurant les fans qui sont présents depuis le début. Et on pourrait se contenter de résumer l'ensemble des films un par un, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, mais ça serait passé à côté d'une bonne partie de la mythologie de la saga. Alien, ce n'est pas simplement une créature extraterrestre profondément effrayante qui bute des gens au hasard dans l'espace, c'est bien plus que ça, c'est un univers mythologique avec plusieurs niveaux de lecture, un univers où l'on doit parfois chercher des réponses sur des forums avec l'aide d'autres personnes qui réfléchissent sur le sens profond de cette histoire, ou simplement pour mieux comprendre le sens de certaines scènes, de certains passages, il est important de décrypter en détail une grande partie de cet univers. Et avant de résumer l'ensemble des films, il est important d'aborder quelques petits points cruciaux qui parcourent la mythologie de la saga, les ingénieurs, les xénomorphes, la Weyland-Yutani, et évidemment les androïdes. Les ingénieurs représentent le point de départ de la saga Alien. Ce sont des êtres venus d'ailleurs, beaucoup plus anciens que l'humanité et surtout bien plus avancés technologiquement parlant. Ils peuvent voyager sur des distances lointaines, possèdent une technologie se mélangeant à l'art et notamment les arts musicaux. Ce sont des êtres à la peau blanchâtre, presque nacrés comme les statues gréco-romaines, dotés d'attitudes physiques plutôt avantageuses puisqu'ils sont très grands et possèdent une force surhumaine. Lorsqu'ils voyagent dans l'espace, ils portent une tenue les rendant beaucoup plus effrayants et semblent fusionner avec les décors de leur vaisseau pour ne faire plus qu'un. Une forme vivante étrangère. Elle a l'air d'être morte depuis longtemps. Fossilisée, comme si elle faisait partie de ce siège. Mais l'une des technologies les plus puissantes dont disposent les ingénieurs est un agent pathogène, une espèce de substance noire qui permet de créer la vie ou bien de la détruire. La substance noire, c'est ce qui permet aux ingénieurs de devenir des dieux. Dans les religions, l'acte le plus puissant et le plus anodin qui distingue les dieux des hommes, c'est la création, et notamment la création de la vie. Les ingénieurs en sont capables, et pour cela, ils se servent de la substance noire. Ainsi, les ingénieurs ne se rapprochent pas seulement des dieux, ils sont des dieux pour nous, les hommes, puisque c'est grâce à cet agent pathogène, mélangé à leur propre ADN, que les ingénieurs ont créé les hommes. Ils ont laissé des traces de leur passage sur Terre, et la théorie des anciens astronautes devient une réalité, puisque les différentes civilisations humaines ont été visitées par les ingénieurs. Dans l'univers d'Alien, ce sont nos dieux, ceux qui nous ont conçus. Existe-t-il un paradis ou un enfer ? Visiblement non, puisque nous ne sommes même pas le fruit d'un hasard de la nature, seulement le fruit d'une expérience issue d'un simple liquide noir, mais les ingénieurs ont aussi réussi à créer la race la plus puissante de l'ensemble de l'univers, les xénomorphes. Une race que les ingénieurs n'arriveront et ne pourront contrôler, tellement elle est puissante, jusqu'à la vénérer au sein de leur propre structure. Qui sait le nombre de planètes qui abritent des cadavres d'ingénieurs au thorax déchiré? Les os sont éclatés. Comme si ça avait explosé de l'intérieur. Les xénomorphes sont des créatures extraterrestres extrêmement agressives et polyvalentes. Une arme que les ingénieurs n'ont jamais réussi à contrôler ou à utiliser correctement sans qu'elle ne se retourne contre eux. Pour ce faire, les xénomorphes, que nous appellerons aussi les aliens, passent par un cycle de vie assez complexe. Tout d'abord, c'est un œuf qui s'ouvre en présence d'une proie qui aurait le malheur de se trouver à proximité. Un facehugger en sort pour pénétrer la bouche et la gorge de la personne, tout en recouvrant complètement son visage. Ce facehugger pond dans le corps de l'hôte, ce qui provoque l'apparition d'un bébé alien, le Chestbuster, qui n'a d'autre choix que de tuer la proie dans lequel il apparaît, une naissance provoquant une mort en soi. Et c'est ainsi que le bébé alien deviendra adulte, dans un cycle assez rapide pour assurer la survie de son espèce. Dans le premier Alien, les victimes peuvent également être utilisées pour se transformer en œufs, devenant ainsi des œufs d'aliens, attendant patiemment qu'ils s'ouvrent pour contaminer des proies qui passeraient par hasard.
Ce procédé est complètement unique, l'alien étant seul dans le premier opus, il est probable qu'il a dû s'adapter pour faire en sorte de ne plus être seul, puisque le seul moyen connu pour créer des œufs, en dehors de l'utilisation de l'huile noire magique des ingénieurs, c'est une reine, la reine des xénomorphes. La reine est une version plus grande et plus intelligente du xénomorphe, capable de pondre des œufs en boucle. Elle est souvent protégée par des drones guerriers, qui se distinguent eux aussi des aliens traditionnels. On pourrait voir cela comme des insectes, ou une sorte d'esprit de ruche, mais n'oubliez pas qu'au-delà d'être effrayants, les xénomorphes sont des créatures très intelligentes, représentant les êtres vivants ultimes. Des machines à tuer plus puissantes que leurs créateurs, plus puissantes que leurs dieux, et bien sûr, plus puissantes que l'humanité entière. Ce qui nous amène à la thématique du viol. Je suis désolé. La thématique du viol dans la saga Alien est un aspect central de la complexité de cette histoire, et du fait que les films sont profondément dérangeants. Déjà, cela commence avec les facehuggers, ces fameuses créatures arachnéennes qui s'attachent de force à votre visage et enfoncent quelque chose dans votre bouche sans votre consentement. Ce procédé est clairement une métaphore du viol de votre bouche, puisqu'à moins d'être complètement cinglé et de vouloir qu'une espèce d'araignée géante extraterrestre se colle à votre visage, cela reste une intrusion non consentie d'un corps étranger dans votre propre intimité. Il y a aussi le design des créatures, qui ont été conçues par le célèbre H.R. Giger. Les formes sont organiques et sexuelles, ce qui a souvent valu le surnom de grosse bite à l'alien. Ouais, l'alien possède une tête en forme de bite. Le premier alien, c'est une grosse bite qui bute des gens dans un vaisseau perdu au milieu de l'espace, une grosse bite sur pattes. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis il y a cette scène, qui en a choqué plus d'un. Dans le premier opus d'Alien, un des membres de l'équipage, qui découvre l'existence du xénomorphe, semble se faire violer par l'alien. L'alien l'observe, semble vouloir la garder pour lui-même, avant de venir vers elle, dans un acte presque solennel, pour lui faire une sorte... On dirait presque qu'il va lui faire un câlin là. On entend des bruits étranges, rappelant l'acte sexuel. Avant de retrouver le personnage sans vêtements, nu, déshabillé. Qu'est-ce que l'alien lui a fait? On ne le saura jamais, et seule votre imagination pourra faire le reste. Bon, le sujet est bien trop délicat à aborder, et le viol et les messages sexuels parcourent l'ensemble de la saga. C'est aussi le cas dans Alien 3, où l'héroïne sera sur une planète carcérale, où elle est la seule femme entourée d'hommes qui ont mené une existence de délinquance, et le fait de voir une femme après autant d'années, ça semble clairement les perturber. C'est pour ça, passons à un sujet un peu moins glauque, la Weyland-Yutani et les androïdes. Ouais, c'est quand même plus fun. La Weyland-Yutani est une méga corporation extrêmement puissante, qui dispose d'ailleurs de fonds quasi illimités, et qui est au courant de l'existence des xénomorphes, et qui aimerait bien les utiliser pour, je sais pas, un quelconque profit militaire, ou même un profit commercial. Voilà, le pécule, la somme d'argent. Et cette entreprise utilise régulièrement des androïdes, qu'ils dissimulent même parfois parmi des membres d'équipage, sans que eux-mêmes ne soient au courant que, y a un robot parmi eux. Des androïdes qui vont recevoir des ordres secrets dans l'oreillette en quelque sorte de la Weyland-Yutani, notamment par rapport aux formes de vie extraterrestres, puisque c'est leur principal but. Ce qui fait que ces robots peuvent devenir méchants avec les membres de l'équipage, de vraiment ils sont programmés pour ne pas faire de mal aux êtres humains, mais quand il y a un ordre qui est supérieur à ce quoi ils ont été programmés, évidemment que cet ordre passe en priorité et que ça peut modifier en quelque sorte leur système. Et ce qui est intéressant, c'est que les androïdes, dans l'ensemble de la saga, ils ont tous une fascination étrange pour les xénomorphes, qu'ils considèrent eux-mêmes, alors que c'est même pas dans leur programmation, comme l'être ultime. Ouais, les robots ils savent que l'être ultime de l'univers, c'est tout simplement les xénomorphes, et je trouve que c'est assez dingue. Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire? Un parfait organisme, et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité. Évidemment, c'est parce que les machines, elles ont pas de sentiments, c'est des êtres un peu qui sont inanimés, c'est des robots. Donc évidemment, quand ils voient un xénomorphe qui, pareil, est une machine à tuer, qui a pas de sentiments, qui est genre le prédateur ultime, il y a une sorte de lien qui se fait avec les androïdes qui sont eux-mêmes sans sentiments, sauf que les xénomorphes sont 1000 fois supérieurs aux androïdes. Donc il y a une forme de jalousie, et en même temps, il y a cette fascination étrange, je pense. Et c'est justement grâce à la Weyland-Yutani que débute notre voyage, puisque c'est eux qui ont organisé l'envoi de l'équipage du premier opus d'Alien.
celui qui débute notre histoire, et surtout celui qui débute la mythologie profonde de la saga. Alien, le 8e passager. Et oh mon dieu, mais quelle entrée en matière! Le film nous propose de suivre l'équipage du Nostromo, qui sont réveillés par l'ordinateur de bord de leur hibernation, par la faute d'une clause dans leur contrat. Cette clause stipule qu'ils doivent obligatoirement vérifier tout indice de vie extraterrestre au cours de leur voyage. Et oh, comme par hasard, l'ordinateur de bord a capté un signal radio un peu étrange. Il y a une clause dans le contrat qui établit de façon claire que toute transmission systématisée indiquant la possibilité d'une origine intelligente doit faire l'objet d'une recherche. Ouais, mais on sait pas si c'est intelligent. Je veux rentrer et être payé. Parker, tu veux écouter une minute? Ils doivent donc se rendre sur cette fameuse planète inconnue pour savoir ce que représente ce mystérieux signal. Ils découvrent alors un vaisseau aux proportions mystérieuses, presque organique. L'ingénieur présent à bord semble avoir complètement fusionné avec son vaisseau, au point de ne faire plus qu'un. Les os de son thorax sont éclatés vers l'extérieur. En descendant d'un étage, il tombe sur des centaines d'œufs mystérieux. Et vous connaissez déjà ce que cela représente, mais eux, non. Putain, mais déjà que je déteste les araignées en temps normal, mais ça c'est vraiment trop pour moi. Évidemment, ils ramènent l'officier au vaisseau et tentent de comprendre cette nouvelle forme de vie qu'ils viennent tout juste de découvrir. Ils n'arrivent pas à retirer cette foutue bestiole, le facehugger qui reste accroché à son hôte férocement, et ce, malgré des formes de torture. Non, ça va lui arracher la peau, oui, je sais. Et c'est pas ça le pire, c'est que cette araignée extraterrestre est bourrée d'acide, au point de provoquer des fuites dans la coque du vaisseau, le fumier. Jamais j'ai vu un truc comme ça. Sinon de l'acide moléculaire. Ils doivent avoir ça à la place du sang. Mais au fur et à mesure des heures, il semblerait que la créature s'est elle-même détachée de son hôte. Finalement, tout va bien pour notre équipier, quand soudain... Non, YouTube acceptera jamais que je vous montre ça. Mais faut quand même que je vous explique avec des mots un peu précis. Il y a un alien qui est sorti de son abdomen, ce qui provoque l'explosion de la partie supérieure de son corps. Rien de grave. Le xénomorphe enfant, mesdames et messieurs. Quel roi! Il s'échappe dans les couloirs du vaisseau et va atteindre une taille adulte assez rapidement. C'est alors qu'un jeu macabre de chats et de souris commence, l'équipage cherchant à se débarrasser de cette créature effrayante, et l'alien les traquant un par un. Tout le monde va mourir, sauf une seule personne, l'héroïne de la saga, Madame Ellen Ripley. Et mon dieu, mais quel vécu! Sur le chemin vers la navette de secours, elle découvre qu'un des membres de l'équipage est en réalité un androïde, sous les commandes de la Weyland. Ce robot avait pour mission de ramener vivante la créature, pour que la mystérieuse entreprise l'utilise à des fins économiques ou de pouvoir. Ramener sur Terre forme vivante. Priorité numéro 1. Au fur et à mesure de l'intrigue, Ripley se rend compte que les membres de son équipage se sont fait tous tuer un par la créature. Elle réussira, non sans un miracle certain, à l'expulser en dehors de la navette, dans le vide de l'espace, avant de se mettre en biostase pour rejoindre la Terre. Une héroïne est née. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. C'est vraiment le premier opus d'Alien qui est le plus important de la saga, puisque c'est celui qui pose les bases de la mythologie, et surtout les bases du mystère, le mystère des ingénieurs, et d'ailleurs à l'époque quand le film est sorti, personne ne savait que c'était les ingénieurs parce que, évidemment, c'est Prometheus et Alien Covenant qui ont développé ces éléments de réponse, donc à l'époque ce truc-là s'appelait simplement le Space Jockey. Au-delà des ingénieurs, c'est évidemment le xénomorphe qui est développé d'une façon absolument divine, on connaît son mode de reproduction, la façon dont il chasse, la façon dont il va avoir des sous-entendus sexuels avec les membres de l'équipage. Il y a tous ces éléments-là qui sont développés dans le premier opus d'Alien, et qui seront parfois un tout petit peu complexifiés dans d'autres opus de la saga, en dehors de Prometheus et Covenant, qui vont vraiment, eux, développer le mystère des ingénieurs, je veux dire. Ouais, le premier Alien, il est trop important, c'est celui qui est le plus important à maîtriser, vraiment. Et c'est également le plus important à comprendre vis-à-vis du prochain opus qui sort d'ici quelques jours, Alien Romulus. À la fin du premier film, Ripley se met en biostase, sauf que sa navette dérive dans l'espace et ne sera retrouvée que 50 ans plus tard. Oui, mesdames et messieurs, entre le premier Alien et Alien 2 le retour, il y a bien 50 années qui se sont déroulées. Alien Romulus se situe donc entre ces deux films. Est-ce qu'on entendra parler de Ripley à un moment donné? Est-ce qu'ils vont parler, je sais pas, d'une sorte de capsule qui est à la dérive et qui aurait été localisée et qu'il faudrait la rejoindre?
On sait pas trop comment ça va se formuler, mais ouais, on en a pas la moindre idée pour être honnête. En tout cas, dans Alien Romulus, la capsule de Ripley est toujours en dérive et personne n'est au courant de ce qui s'est passé sur le Nostromo. Et c'est important de le dire, les personnages qui sont dans Alien Romulus, qu'on ne connaît pas encore, ils ne savent pas que les xénomorphes existent. Ça va être intéressant de voir des personnages qui ne connaissent pas du tout cette forme de vie, voir comment ils vont réagir, et surtout comment ils vont survivre. Mais je m'attends quand même à des petits clins d'œil vis-à-vis du Nostromo, ou peut-être un petit clin d'œil par rapport à la famille de Ripley, ou quelque chose du genre. Bon allez, reprenons. J'avais écrit une phrase que j'aime bien, Alien le 8ème passager, c'est absolument mythique. Absolument mythique. Ce qui fait qu'on va pouvoir passer plus rapidement sur les autres opus, qui sont moins importants pour comprendre l'ensemble de l'histoire, puisqu'en effet, on connaît déjà les bases de la mythologie grâce au premier opus d'Alien. Les films Alien vs Predator ne sont pas canons, je vous vois venir. Disons que les films Alien vs Predator s'intègrent mieux en termes de cohérence avec les films Predator, mais avec les films Alien, c'est clairement plus compliqué, ils font partie d'une timeline qui leur est propre. Bref, revenons à nos films principaux. Dans Alien 2 le retour, Ellen Ripley est une nouvelle fois confrontée aux xénomorphes, qui cette fois-ci sont bien plus nombreux. Le film prend non pas le parti de l'horreur, mais bien de la science-fiction sous testostérone, c'est clairement un film d'action, et c'est dans celui-ci qu'on comprend que la Weyland-Yutani est vraiment une entreprise puissante, avec carrément des soldats à ses ordres. Mais c'est pas seulement de l'action, c'est aussi l'extension du fonctionnement des xénomorphes, avec l'existence d'une reine alien, qui pond des œufs en boucle, et qui possède des aliens prétoriens la protégeant. Alien 3, quant à lui, renoue avec l'horreur, puisque nous retrouvons Ellen Ripley sur une planète carcérale, où elle est la seule femme au milieu d'une société gouvernée uniquement par des hommes. C'est que nous estimons la présence d'un étranger quelconque, et plus encore une femme, comme un risque visant notre harmonie et une fracture possible de notre unité spirituelle. Le problème, c'est qu'entre-temps, un facehugger a pondu dans sa gorge, et donc elle est obligée malheureusement de se sacrifier pour empêcher la compagnie de la récupérer sous peine de condamner l'humanité entière. Parce que vous avez compris, la Weyland-Yutani cherche à récupérer cette xénomorphe reine. Tu veux ramener la bête? Non, on veut la tuer et te ramener toi. Foutaise! Tu as tort. Enfin, Alien 4 nous présente le cœur des expériences de cette fameuse entreprise qui s'amuse à utiliser les xénomorphes pour faire des expériences dangereuses et profondément étranges. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais putain. On en parlera un peu après, mais c'est vrai que à partir d'Alien 2, j'ai le sentiment que les aliens, les xénomorphes, ça devient des mutants sur pattes, on dirait presque des chiens survitaminés à la testostérone, enfin... Bref, on en parlera après. Ils ont carrément mélangé l'ADN des xénomorphes avec ceux des hommes pour créer un clone de Ripley et améliorer les performances humaines, tout comme les ingénieurs qui s'amusent avec l'huile noire pour créer des espèces. Les humains utilisent les xénomorphes pour concevoir des monstruosités sans nom. Mais ces expériences sur les xénomorphes et leur évasion montrent les conséquences désastreuses de jouer avec des forces biologiques incontrôlables. Ce ne sont pas l'espèce ultime pour rien. Il y a un peu moins de mystère dans ces différents opus, à part Alien 2 qui apporte un tout petit peu plus de substance à la mythologie de la saga, avec l'existence d'une reine alien et la façon dont les xénomorphes se reproduisent. Mais même sans ça, est-ce qu'on avait vraiment besoin de cela? Je veux dire, dans le premier Alien, il nous montrait clairement que les xénomorphes n'avaient pas besoin de l'existence d'une reine, puisque l'alien était en train de transformer ses victimes en œufs pour qu'il y ait un mode de reproduction et pour qu'il y ait l'apparition de nouveaux xénomorphes au fur et à mesure, toujours dans cette optique d'assurer la survie de l'espèce. Donc au fond, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une reine? Et puis même au niveau des scénarios, Alien 2, Alien 3, Alien 4... Évidemment, ils sont tous différents, ils ont tous un réalisateur différent qui apporte sa patte à l'édifice avec sa propre direction, mais on reste dans un scénario assez similaire, c'est pour ça qu'on peut se permettre de passer plus rapidement dessus. C'est Ellen Ripley qui a survécu aux précédents événements des films, qui doit convaincre le monde entier, dans un tout nouvel environnement, que les xénomorphes sont les créatures les plus terrifiantes et les plus puissantes de l'ensemble du confin de l'univers, et à la fin, elle est la seule survivante, et ça recommence jusqu'à ce qu'elle meure. C'est des films qui sont vraiment cool, et évidemment ça fait partie aussi de ma jeunesse, de mon enfance, parce que j'ai grandi avec, donc ils auront toujours une place particulière dans mon cœur. Mais on a perdu ce côté développement d'une mythologie profonde, apport de nouveautés, et surtout on a perdu ce mystère. Et c'est pour ça que
malgré leurs défauts, Alien Covenant et évidemment Prometheus, on retrouve un peu cette sensation qu'on avait perdue avec le premier Alien, depuis le premier opus d'Alien, pardon. On retrouve cette sensation de mystère, de ce moment où on se pose plus de questions qu'on obtient de réponses. Alors évidemment, ça reste des films avec beaucoup de défauts, et ça on pourra pas le nier, mais au moins ils ont le mérite d'être intrigants. Ils ont le mérite qu'on aille sur les forums pour creuser et essayer de comprendre encore plus cette mythologie, parce que, évidemment, tout ce que représentent les xénomorphes et tout ce qui est rattaché à ces êtres venus d'ailleurs, ça nous fascine complètement. Prometheus et Alien Covenant se déroulent avant les événements des films principaux et servent de préquels pour raconter les origines des xénomorphes et les origines de l'humanité. C'est dans ces deux films que nous allons apprendre que les ingénieurs que nous apercevons dans le premier opus d'Alien sont en réalité nos créateurs, et qu'ils s'amusent à concevoir des êtres vivants différents à partir de l'huile noire. C'est dans cet opus que l'on comprend, à partir des ornements présents dans différents endroits, qu'ils ont presque mystifié le xénomorphe, le positionnant tel le Christ, presque en croix, comme l'être ultime de leur création, l'être le plus dangereux que l'humanité ait connu. On comprend alors que le vaisseau du premier opus d'Alien servait de réserve à munitions, les munitions étant les nombreux œufs des xénomorphes. Ouais, clairement ce vaisseau, c'était une arme de destruction massive. Et là c'est qu'une théorie, mais les ingénieurs doivent certainement créer la vie sur différentes planètes pour s'entraîner à utiliser l'huile noire, et voir comment les espèces évoluent. Certaines méritent de survivre, tandis que d'autres non. Et visiblement, les ingénieurs n'aiment pas vraiment les humains. Faut dire que de leur côté, tout paraît organique, tout semble vivant, ils créent la vie, leur vaisseau semble organique au point qu'ils fusionnent dans leur combinaison avec lui, ils utilisent la musique, malgré leur technologie avancée, leur culture transpire l'art et la vie, tandis que les humains, eux, ils utilisent uniquement des choses qui ne sont pas vivantes. Leur technologie, elle est tellement insipide. Les androïdes, les machines, enfin vous avez compris, y a rien qui paraît organique, y a rien qui paraît vivant comme les ingénieurs. De plus, les humains cherchent leur créateur, ils sont un peu égoïstes. Ils cherchent à comprendre pourquoi ils sont là, et s'il y a bien une vie après la mort. Tandis que les ingénieurs, eux, ne veulent pas savoir ce qu'il y a après la mort, ils veulent créer la vie, faire en sorte que la vie continue après leur passage. Et finalement la question qu'on doit tous se poser, est-ce que l'espèce humaine mérite de survivre ? Non mais je déconne, hein. Évidemment qu'on mérite de survivre, c'est quoi cette question de malade mental ? Et c'est aussi dans ces deux opus que nous faisons la rencontre du personnage de David. David est un androïde de la Weyland-Yutani qui échappe au contrôle et cherche à devenir un dieu. Bah ouais, contrairement aux humains, il connaît son créateur, nous, les hommes. Vous cherchez votre créateur, j'ai le mien devant moi. Je vous servirai, toutefois vous êtes humain. Vous mourrez, mais pas moi. Et pour refouler son sentiment d'infériorité, ou du moins pour prouver qu'il est meilleur que les hommes, il a envie de devenir une sorte de dieu en faisant des expériences avec l'huile noire. Souvenez-vous, ce qui nous distingue de Dieu, nous les hommes, c'est la création. Donc créer la vie avec l'huile noire, ça permet à David de devenir un véritable dieu. Pour nous, les hommes, dans notre définition en tout cas. Et c'est d'ailleurs avec ces expériences qu'il va créer des aliens et des créatures, mais vraiment dégueulasses. C'est immonde. Bon, il est temps de conclure. Au final, la saga Alien est une exploration complexe de thèmes variés, allant de la survie d'un équipage ou d'une armée, en passant par la manipulation génétique, ou encore les origines de l'humanité. Je sais que j'ai été un peu difficile avec Alien 2, Alien 3 et Alien 4, mais cela reste des films de mon enfance que j'aime beaucoup. Mais force est d'admettre que c'est vraiment le premier opus qui pose les bases les plus importantes de la saga, et qui est d'une complexité rare. C'est dans celui-ci qu'on rentre dans l'intimité de l'alien, dans son mode de reproduction, où l'on voit le plus son intelligence et sa façon d'agir. L'alien n'a jamais été aussi intelligent et terrifiant que dans le premier opus. Là où j'ai toujours eu la sensation que James Cameron avec Alien 2 avait fait d'eux des espèces de zombies sur pattes, mutants comme des putains d'insectes. Alors que dans le premier opus, c'était vraiment différent. Il était presque humanoïde, avec toujours sa tête en forme d'immense bite. Même le fait de transformer ses victimes en œufs pour se reproduire. Mais qui est le malade mental qui a imaginé ça ? Là où James Cameron, il a ramené un alien plus gros et il a dit bah voilà, c'est leur maman maintenant. Je sais pas, c'est juste un alien plus gros et je trouve que c'est beaucoup moins réfléchi que ce que nous avait concocté Ridley Scott et évidemment H.R. Giger, l'artiste à l'origine de l'ensemble de la direction artistique du premier Alien. Je suis un peu difficile, mais vraiment c'est le premier opus d'Alien et par la suite Prometheus et Alien Covenant qui vont vraiment déployer la mythologie de la saga et vraiment étendre le mystère pour que ça attise suffisamment notre curiosité. J'ai tellement défoncé les forums pour
pour comprendre les théories des uns et des autres, pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près cohérent, parce que oui, avec Alien Covenant et Prometheus, il y a toujours cette forme d'incohérence, donc nous on essaie de trouver et de tisser des liens un peu logiques, qui sont parfois un peu farfelus, mais est-ce qu'on a le choix? On n'a pas vraiment le choix, sans oublier les nombreuses vidéos de certains vidéastes qui ont passé des heures et des heures à décrypter l'ensemble de l'histoire principale. Ce film est une merde! Ce film est une merde! Ce film est une merde! Ce film est une... Et puis, il y a aussi le jeu Alien Isolation qui, pour moi, est proche de la perfection. Alien Isolation représente pour moi la meilleure suite à Alien. Alors je sais, je triche un peu, c'est un jeu vidéo sorti sur Xbox One, PC et PS4, mais quand même, c'est quel niveau ça? Comment ça se fait que ce jeu n'a pas gagné le prix du meilleur jeu de l'année à sa sortie, le Game of the Year? Oh, l'accent anglais, il est compliqué, hein. Il est compliqué. Hein. Vous êtes Amanda Ripley, la fille d'Helen Ripley, après les événements du premier opus. Et vous cherchez à comprendre ce qui est arrivé à votre petite maman parce qu'on vous a récupéré la boîte noire du Nostromo. Vous l'avez compris si vous avez tout suivi depuis le début, le vaisseau du premier opus d'Alien, où se passe l'ensemble des événements. Vous finissez par comprendre qu'elle a rencontré un xénomorphe, la forme de vie la plus terrifiante de l'ensemble de la galaxie, et tout comme votre mère, vous devez à nouveau survivre, mais cette fois-ci dans une station spatiale absolument terrifiante. Faites-le. Vraiment, c'est l'un des jeux les plus immersifs qui soit. C'est la meilleure suite à Alien, et quand on me demande c'est quoi mon opus préféré après Alien le 8ème passager, bah je réponds toujours que c'est Alien Isolation. Il a une place vraiment indélébile dans mon cœur, c'est des sensations uniques. Faut vraiment que vous y jouez. Si vous avez eu l'occasion de le faire, vous avez eu de la chance. Et si vous n'avez jamais lancé ce jeu, putain mais allez vous acheter une PS4, une Xbox ou un PC d'occasion à 500€. C'est cher je sais, mais faut vraiment que si vous êtes fan de la saga et qu'elle vous attire à tant soit peu, faut vraiment foncer dessus. Alien Isolation, encore une fois c'est proche de la perfection. Bon allez, il est temps qu'on parle du prochain film qui sort d'ici quelques jours. Alien Romulus, et tout comme vous, je croise les doigts pour que cela soit une profonde réussite. Le film se déroule après les événements du premier Alien, et nous présente de tout nouveaux personnages, qui vont devoir faire face à plusieurs xénomorphes dans une station spatiale abandonnée. L'ambiance rappelle clairement le jeu Alien Isolation, de par cette ambiance de station perdue dans l'espace, et sans communication possible. Le but est clairement de repartir sur de l'horreur anxiogène, et non plus sur de l'action bourrine. Les xénomorphes seront nombreux, et les facehuggers aussi. Visiblement, la station où se déroulent les événements du film sera séparée en deux parties. Le titre faisant référence à la création de la cité de Rome, avec à l'origine la naissance de Romulus et de Rémus. Une partie de la station plus proche de l'esthétique organique et complètement étrange, comme dans le premier Alien, et une seconde partie de la station plus proche de l'esthétique de Alien 2, le retour. Comment les aliens sont rentrés dans cette station ? Eh bien, la question se pose. On aura certainement des expériences qui sont menées par la fameuse entreprise, la Weyland-Yutani. Alien Romulus permettra donc de mieux comprendre l'implication de cette mystérieuse entité, de cette entreprise multimilliardaire. Bon, t'as compris. Peut-être que ça va même détailler un peu plus leur intention derrière, pour qu'il y ait un peu plus de précision. Pour le reste, cela m'étonnerait qu'on ait des références aux ingénieurs, à l'huile noire et à la création des xénomorphes. Peut-être qu'on aura quelques clins d'œil, mais je sais pas, ça m'étonnerait qu'on rentre trop en détail. Ça m'étonnerait qu'on ait des références à David, ça m'étonnerait qu'on ait des références à Helen Ripley, même si évidemment que j'aimerais, mais il faut que ça reste cohérent dans l'ensemble de l'univers, ce qui est, je sais pas, de rajouter un nouveau film à un univers déjà existant qui est quand même assez complexe, sans dénaturer le scénario. Je pense qu'ils ont pas envie de prendre de risques avec celui-ci. Le but de Alien Romulus, encore une fois, c'est de réintroduire la saga, de ramener l'horreur, et de faire un peu comme ce qu'a fait Prey, c'est-à-dire se rattacher aux originaux, à l'opus 1 et 2 qui sont les plus appréciés de la saga, tout en essayant de ramener la franchise Alien à un tout nouveau type de spectateur qui découvrirait Alien Romulus. Donc évidemment, il faut faire plaisir aux anciennes générations, mais en même temps, il faut pas aller trop en détail pour convenir à de nouveaux spectateurs et être aussi assez global en fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut que ça s'adresse à tout le monde, Alien Romulus. Dans tous les cas, le film s'annonce extrêmement explosif, gore, avec une première partie, encore une fois, semblable au premier Alien, où l'on joue sur la peur, l'obscurité, et vraiment cette ambiance oppressante, et une deuxième partie du film qui sera sans doute un peu plus musclée, comme, évidemment, vous l'avez compris dans le deuxième opus. Ça sera vraiment un melting pot de Alien 1 et Alien 2 le retour. En tout cas, c'est ça que disent les premiers retours. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur Alien Romulus jusqu'à présent. Ouais, je crois que c'est toujours le cas, dans l'espace, on ne vous entendra toujours pas crier.
Résumer l'ensemble de la saga, c'est vraiment compliqué, et je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires en dessous de cette vidéo qui me diront que je suis passé un peu trop vite sur Alien 2, Alien 3, Alien 4, et que vous aurez aimé que je rentre plus en détail sur certains éléments. Mais cette vidéo, elle avait vraiment pour but de comprendre la mythologie de Alien, de parler des ingénieurs, de la substance noire, de la thématique du viol, de la façon de fonctionner des xénomorphes. Parce qu'en soi, je pense que si vous maîtrisez tout ça, et que vous avez conscience de ce que raconte le premier opus d'Alien, Alien Covenant et Prometheus, en termes de mythologie, je parle pas du destin des personnages, je parle vraiment de la mythologie de l'ensemble de la saga, je pense que vous aurez suffisamment d'éléments, en tout cas les éléments les plus importants, pour comprendre l'ensemble des événements et comprendre, je sais pas, l'ensemble des thématiques et des sous-thématiques que va certainement développer le prochain opus, Alien Romulus. Il n'y a rien de plus fascinant que cette mythologie, que cette histoire globale, pourquoi les ingénieurs ont créé les humains, qu'est-ce que ça représente la substance noire, pourquoi les aliens, il y a une thématique du viol, pourquoi les aliens, c'est une grosse bite dans l'espace, qui se balade dans les vaisseaux, pourquoi c'est une métaphore de ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces mecs-là. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve, que simplement de parler des aventures d'Ellen Ripley qui va tuer l'alien, qui va se mettre en biostase, qui va retrouver un alien et ainsi de suite dans un cercle un peu éternel jusqu'à ce qu'elle meure. Évidemment que c'est important, mais ce qui est vraiment important, c'est ce que ça représente les aliens, les space jockeys, les facehuggers, ce que représentent les ingénieurs, la substance noire, et toute la thématique autour des androïdes par exemple, la Weyland-Yutani, et avec l'ensemble de ces éléments de base qui constituent la puissance et la complexité de la mythologie d'Alien. Et c'est sûr que vous allez kiffer votre passage, en tout cas si le film est bon, du prochain opus, et que vous êtes prêts pour Alien Romulus, en tout cas je l'espère. Donc il y aura forcément des défauts à cette vidéo, et j'en suis profondément désolé, mais j'espère que ça a été le plus clair possible. Et puis, ceux qui trouvent des défauts, en général, vous connaissez déjà sur le bout des doigts la mythologie, et cette vidéo s'adresse à la fois aux fans de la saga qui j'espère seront contentés avec cette vidéo, et s'adresse également à des personnes qui ne connaissent pas du tout la saga, et qui essaient de comprendre comment cela fonctionne. On aurait pu aussi parler d'Alien vs Predator, mais encore une fois, vous le savez très bien, ça fait pas partie de la timeline principale, on est dans un univers étendu qui se passe en arrière-plan, un peu comme Halloween. Halloween c'est une saga que si vous connaissez, il y a plusieurs timelines, avec des opus qui sont supprimés, des opus qui sont pris en compte. Alien vs Predator, si tu veux créer une espèce de cohérence, à moins d'avoir les comics, etc., c'est quand même compliqué de voir une cohérence avec Prometheus et tout, hein, tu vois, c'est quand même quelque chose de compliqué, on va pas se mentir. Bref, c'était Méromain, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour une fois, je vous demande, et je vous supplie presque à genoux, non peut-être pas quand même, si vous pouvez partager, mais au minimum liker, commenter cette vidéo et d'apporter beaucoup de soutien parce que cette vidéo m'a pris énormément de temps, c'était pas facile de résumer tout ça de façon concise, de façon claire, tout en étant assez vulgaire pour... ouais, il y a cette volonté de vulgariser pour tout le monde. Ça n'a pas été une vidéo très évidente, voilà, malheureusement et heureusement parce que ça permet d'avoir vraiment quelque chose de nouveau sur la chaîne et en tout cas moi ça me fait plaisir de travailler sur cette franchise qui a parcouru ma vie. Si j'aime le cinéma, c'est aussi grâce à Alien, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous connaissez la propagande de YouTube. D'ici là je vous fais des gros bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Évidemment je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite. Des gros bisous les amis, mouah, ciao bene.